Tu es déjà tombé sur ce genre de personne. Celle qui dit « désolé » avant même de parler. Celle qui s'excuse quand elle demande un verre d'eau, qui murmure « pardon » en tenant une porte, qui s'excuse même quand c'est toi qui lui as fait du mal. Et parfois, c'est toi, ce besoin irrépressible de s'excuser, tout le temps, pour tout, même pour exister. Mais derrière ce mot si anodin, « désolé », se cache une architecture psychique bien plus complexe que ce que l'on imagine. Ce n'est pas juste une habitude, c'est un système de défense. Une prière silencieuse, un cri étouffé. Selon plusieurs recherches en psychologie comportementale, notamment celles menées par l'Université de Toronto et l'UCLA, les individus qui s'excusent excessivement présentent une hypersensibilité accrue au rejet. Leur cerveau, en particulier l'amygdale et le cortex préfrontal, montre une suractivité face à des stimuli sociaux interprétés comme menaçants, même lorsqu'aucune menace réelle n'est présente. En d'autres termes, leur système d'alarme est toujours allumé, toujours en état d'alerte. Comme s'ils étaient nés dans une maison où chaque mot pouvait déclencher une guerre, comme si le simple fait de prendre de la place était déjà une agression. Ce qui est encore plus troublant, c'est que cette compulsion à s'excuser commence souvent tôt, très tôt, dans les couloirs silencieux de l'enfance, là où un regard suffit à punir. L'enfant apprend alors à se réduire, à se faire discret, à devancer les reproches en s'excusant avant même que le blâme ne tombe. C'est un rituel de survie. Si je montre que je suis inoffensif, peut-être qu'on me laissera tranquille. Et ce rituel devient une seconde peau, un automatisme, une prison. Tu veux un signe d'alerte ? En voici un. La personne qui s'excuse même quand on lui fait du mal, qui dit « pardon » après avoir été interrompu, qui s'excuse de pleurer, de demander, de déranger. Ces gens vivent dans un monde où leur propre présence est perçue comme une intrusion. Et le plus glaçant, c'est qu'ils ne s'en rendent même plus compte. Leur excuse n'est plus une demande de pardon, c'est devenu une manière d'être, une façon de respirer. Et si l'on suit cette pente, si l'on descend plus profondément dans la spirale, on voit émerger des conséquences dévastatrices. Car ce comportement n'en reste pas à des mots. Il infiltre tout. Les relations, le travail, l'estime de soi. S'excuser tout le temps, c'est envoyer un message constant au monde. Je suis fautif, je suis petit, je suis moins que toi. Et tôt ou tard, ce message devient une prophétie. L'identité se construit autour de la soumission. Et ce qui était au départ une défense devient une condamnation. Mais cette pathologie n'est pas seulement individuelle. Elle est aussi collective. Elle se transmet comme un code génétique émotionnel. On la voit chez les enfants de familles rigides, chez les femmes élevées dans des contextes où la docilité était glorifiée, chez les employés dans des cultures d'entreprises toxiques. C'est l'archétype de l'innocente sacrifiée, de celle ou celui qui absorbe les tensions pour maintenir la paix, même au prix de sa propre intégrité. Et ce modèle se perpétue. Il devient une possession collective, une religion sans dogme, mais avec des fidèles par millions. Et alors, que faire ? Comment sortir de cette mécanique invisible qui nous pousse à nous excuser pour des choses que nous n'avons pas causées ? La première étape est brutale, mais essentielle. Observer. Entendre les excuses sortir de ta bouche. Noter les moments où elles apparaissent. Te demander « Pourquoi ai-je dit cela ? Qui suis-je en train de protéger ? Est-ce vraiment moi qui suis en faute ? » Ce n'est pas facile, parce que ce n'est pas une habitude. C'est une stratégie de survie. Mais c'est aussi un piège. Le protocole de protection, ici, ne ressemble pas à une armure. Il commence par un silence. Le silence de ne pas s'excuser. De respirer et de laisser l'espace exister sans justification. De dire non sans ajouter « désolé ». De dire « je ne suis pas d'accord » sans explication. C'est inconfortable. C'est presque violent pour celui qui a été programmé pour plaire. Mais c'est vital, parce que chaque excuse inutile est un abandon de territoire intérieur. Et puis vient le moment où tu comprends. Ce n'est pas que tu t'excuses pour tout, c'est que tu t'excuses d'être là. Tu t'excuses d'être toi. Tu demandes pardon pour ta propre existence. Et là, le sol se dérobe. Parce que cette prise de conscience n'est pas juste une révélation, c'est une fracture, une ouverture brutale, un miroir que tu ne peux plus briser. Et c'est précisément dans ce miroir qu'on doit oser plonger. Parce que ce n'est qu'en traversant cette douleur, cette honte primitive, qu'on peut commencer à s'en libérer. Il ne s'agit pas de devenir dur, il s'agit de redevenir souverain, de récupérer son nom, sa voix. Son droit d'être là, sans permission, sans excuse. Et lentement, presque sans s'en rendre compte, on passe à une autre couche, une autre mémoire, une autre profondeur. Il y a des blessures qui ne saignent pas,
mais qui sculptent le cerveau dans le silence. Des cicatrices invisibles, laissées non par les coups, mais par les mots qu'on n'a jamais pu dire, les larmes qu'on a dû ravaler, les fautes qu'on a portées sans jamais les avoir commises. Chez ceux qui s'excusent en permanence, le corps n'a pas été frappé, mais l'identité, elle, a été lentement érodée, et le cerveau s'en souvient. Mieux encore, il s'adapte. Les neurosciences parlent de plasticité cérébrale, cette capacité du cerveau à se modifier en fonction des expériences vécues. Et chez les personnes marquées par la peur du conflit, de l'abandon ou du rejet, cette plasticité devient un mécanisme d'adaptation, mais aussi de trahison. Les circuits neuronaux du langage, de l'empathie, de la mémoire émotionnelle se réorganisent autour d'un seul objectif: éviter le danger social. Et dans cette logique, s'excuser devient un réflexe neurologique, pas un choix, pas une décision, une impulsion gravée dans la biologie même. Des études menées par le Massachusetts Institute of Technology ont montré que l'exposition répétée à des environnements culpabilisants ou instables entraîne une hypersensibilité de l'amygdale, cette petite zone du cerveau responsable des émotions de peur et d'alerte. Ce qui signifie que, chez certains, une simple variation de ton de voix peut suffire à déclencher une avalanche de réactions chimiques internes: tension musculaire, accélération du rythme cardiaque, montée de cortisol. Alors ils s'excusent pour calmer, pour éviter l'escalade, pour survivre. Le désolé devient leur antidote contre le chaos, leur anesthésie de poche. Mais à force de s'excuser, on abîme quelque chose de plus profond, la perception de soi. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre une excuse sincère et une excuse automatique. Chaque fois que tu dis « pardon » sans le penser, tu programmes ton esprit à croire que tu es fautif, que tu déranges, que ta voix est une nuisance. Et cette répétition crée une empreinte, un sillon, une sorte de route mentale que tu empruntes encore et encore, jusqu'à ce que tu ne saches plus faire autrement. Et puis il y a ces moments où tout bascule sans bruit. Tu es dans une conversation banale, quelqu'un hausse un peu le ton, et avant même de comprendre pourquoi, tu t'excuses. Tu baisses les yeux, tu souris, tu dis que ce n'est pas grave. Mais au fond de toi, une voix hurle, une voix que tu as appris à étouffer. Et chaque fois que tu la trahis, elle s'affaiblit. Elle devient lointaine comme un écho dans une maison vide. Cette voix, c'est ton instinct, ta boussole, ton identité brute. Et pourtant, on continue. Parce que l'alternative est terrifiante. Se taire, assumer, affronter, dire non. Dire oui sans se justifier, dire ce qu'on pense, c'est vertigineux. Pour quelqu'un dont le cerveau a été programmé pour plaire, pour apaiser, pour éviter, c'est comme marcher au bord d'un précipice. Et le vide appelle. La panique monte, on sent le sol se dérober. Alors on revient à ce qu'on connaît. On s'excuse, encore, et encore. Mais cette habitude, aussi douce et rassurante qu'elle puisse paraître, est une forme de sabotage, car elle empêche le développement d'un sentiment fondamental, l'intégrité personnelle, ce sentiment que tu as le droit d'exister sans condition, sans performance, sans soumission. Et tant que cette intégrité ne s'ancre pas dans le cerveau, tu resteras vulnérable aux manipulations, aux dominations subtiles, aux relations unilatérales où tu donnes tout et ne reçois presque rien. Et ce phénomène ne touche pas qu'un seul individu, il s'étend comme une onde. On le voit dans les dynamiques familiales, l'enfant qui devient le médiateur entre les parents, celui qui s'excuse pour les disputes des autres. On le retrouve dans les couples, où l'un porte la culpabilité de l'autre, dans une danse toxique de pardon et de contrôle. On le perçoit même dans les structures sociales plus larges, les groupes marginalisés, les femmes, les introvertis, les hypersensibles. Tous ceux qui ont appris que, pour survivre, il fallait être le plus petit possible, le plus effacé, le plus accommodant. C'est une possession émotionnelle collective, une culture de l'excuse, un virus transmis de génération en génération. On apprend aux enfants à dire « pardon » avant même qu'ils sachent ce qu'ils ont fait. On leur enseigne que le respect passe par l'effacement, que la gentillesse est synonyme de soumission. Et avec le temps, cette leçon devient une loi intérieure, une prison sans barreaux. Mais il est possible de s'en libérer, pas par la force, pas par la colère, mais par la conscience. La conscience comme un scalpel, observer les déclencheurs, repérer les contextes, remonter aux premières fois. À ces scènes enfouies où le cerveau s'est dit « c'est comme ça qu'on me laissera tranquille ». Et dans cette lucidité, commence la guérison. On ne répare pas un cerveau blessé avec des slogans. On le soigne avec du silence, avec du recul, avec une tendresse radicale. Et parfois, la meilleure défense, c'est le retrait stratégique. Ne pas répondre, ne pas justifier, ne pas s'expliquer, s'extraire du théâtre de la culpabilité
devenir le spectateur de ses propres automatismes. Et choisir, enfin, de ne plus jouer ce rôle, parce que dans ce théâtre-là, il n'y a pas d'applaudissements, seulement des chaînes, et un jour, si tu tends l'oreille, tu comprendras que le vrai pardon, ce n'est pas celui qu'on offre aux autres, c'est celui qu'on se refuse depuis trop longtemps. Et c'est là que commence la rupture, non pas la rupture extérieure, bruyante, spectaculaire, mais la rupture intérieure. Le moment où tu regardes ce mot, désolé, et que tu décides de ne plus t'y cacher, de ne plus l'utiliser comme un voile, comme une armure, parce qu'à trop s'excuser, on finit par s'effacer. Mais il existe un autre chemin, et il commence là où s'achève le besoin de plaire. Mais ce qui trouble le plus dans cette mécanique de l'excuse permanente, c'est qu'elle finit par ne plus avoir besoin d'un déclencheur extérieur. Elle devient un réflexe, une réaction automatique du système nerveux, comme cligner des yeux face à la lumière ou retirer la main d'une plaque brûlante. Le cerveau n'attend même plus que quelque chose se passe. Il s'excuse, par défaut, comme une respiration conditionnée à la peur, un battement de cœur alimenté par l'anticipation du danger. Et c'est précisément là que commence le piège le plus insidieux, celui du pardon automatique. Ce n'est plus seulement une question de personnalité, c'est une architecture neurologique. Le système nerveux autonome, qui régule nos réponses de stress, entre dans ce qu'on appelle l'état de figement social. Ni fuite, ni combat, mais soumission, apaisement de façade, recherche désespérée de sécurité dans l'effacement. Les travaux de Stephen Porges sur la théorie polyvagale ont montré que ce type de réponse est profondément enraciné dans notre biologie. Quand le cerveau perçoit un risque, même imaginaire, il peut court-circuiter les centres rationnels pour déclencher une réponse de soumission. Sourire, baisser la tête, s'excuser, avant même que quoi que ce soit dit, avant même que quoi que ce soit ressenti. Ce pardon ne vient pas du cœur, il ne vient même plus de la conscience. Il vient d'un câblage intérieur, d'un réseau de neurones formés dans l'urgence et le silence. Chez certains, il s'est construit lentement, à force d'expériences humiliantes, de réprimandes imprévisibles, de chantages affectifs déguisés en amour. Chez d'autres, il est né d'une seule phrase, d'un seul événement, mais si violent qu'il a marqué la psyché au fer rouge. Dans tous les cas, le résultat est le même. Un cerveau entraîné non pas à comprendre, mais à obéir. Et c'est là que tout devient glissant, parce que ce comportement n'est pas perçu comme un problème. Il est même souvent valorisé. On le prend pour de la politesse, de l'humilité, de la gentillesse, mais ce n'est rien de tout cela. C'est une alerte déguisée, un symptôme, une tentative désespérée de se rendre invisible, et derrière chaque « désolé », trop rapide, trop fréquent, il y a une peur tapie dans l'ombre. Peur de décevoir, peur de perdre, peur d'être abandonné, peur de ne pas mériter d'être aimé, et ce réflexe, une fois installé, ne reste pas confiné à la parole. Il infiltre la posture du corps, la manière de marcher, le ton de la voix, les décisions prises au quotidien. La personne s'excuse sans parler, elle s'excuse en se faisant toute petite, en acceptant trop, en se retirant trop vite, en se coupant au milieu d'une phrase dès qu'elle sent que l'autre n'écoute plus. Elle devient experte dans l'art de devancer les conflits, d'aplanir les tensions, de gommer sa propre intensité pour ne pas déranger. Mais à force de vivre ainsi, quelque chose meurt. Quelque chose de précieux. Le sens de la justesse, le sens de l'indignation, le feu intérieur qui fait dire non, qui fait dire stop, qui fait dire ça suffit. Ce feu-là, quand on le réprime trop souvent, se transforme. Il ne disparaît pas. Il se retourne contre soi. Il devient culpabilité, fatigue chronique, sensation floue d'être toujours à côté de sa propre vie, de jouer un rôle, d'être en retard sur soi-même. Et cette fatigue, elle finit par s'étendre aux autres domaines. L'excuse devient une forme d'épuisement existentiel. On s'excuse même dans ses pensées. On s'excuse intérieurement pour ses désirs, pour ses colères, pour ses rêves trop grands. On se demande sans cesse « suis-je trop ? Est-ce que je dérange ? Est-ce qu'on va m'aimer si je suis vraiment moi ?» Et ces questions deviennent une cage dorée parfois, pleine de sourires et de validation extérieure, mais une cage tout de même. Et le plus étrange, c'est que ce réflexe peut être contagieux. Dans les groupes, dans les familles, dans les cercles d'amis, il peut s'installer comme une norme implicite. Un membre s'excuse, les autres suivent. On évite les sujets délicats. On marche sur des œufs. On préserve l'harmonie au prix de l'authenticité. Et l'authenticité, étouffée trop longtemps, se venge. Elle revient sous forme de frustration inexpliquée, de rupture brutale, de maladie psychosomatique. Le corps dit ce que la bouche n'a pas pu exprimer. Alors que faire quand on réalise qu'on vit selon un script qui n'est pas le nôtre,
qu'on demande pardon à chaque carrefour émotionnel, non pas par bonté, mais par peur. Il faut d'abord observer. Observer sans juger. Observer avec une lucidité douce mais implacable. Reconnaître le réflexe au moment où il surgit. Noter l'élan. Respirer. Et choisir autre chose. Pas une autre parole. Un autre silence. Un silence habité. Un silence qui dit « Je suis là. Et je n'ai rien fait de mal. » Et ce choix, petit à petit, reconfigure le système. Le cerveau, s'il a appris à s'excuser, peut aussi apprendre à s'affirmer. Mais cela demande du courage. Le courage de rester présent dans l'inconfort. Le courage de ne pas combler les vides avec des mots inutiles. Le courage de se permettre d'exister, même si cela dérange, même si cela surprend, même si cela fait peur. Car au fond, ce n'est pas l'autre qu'on cherche à apaiser en s'excusant. C'est soi-même. C'est son passé. C'est ce souvenir enfoui d'un moment où parler avait un prix, où exister demandait des excuses, où respirer librement semblait un luxe. Mais ce temps-là est révolu. Et si tu écoutes bien, au milieu du tumulte, une autre voix se lève, une voix plus grave, plus lente, plus enracinée. Elle dit simplement « Tu n'as pas à t'excuser d'être ce que tu es ». Et ce murmure, c'est le début d'une libération. Mais ce serait une erreur de croire que ce comportement s'est formé uniquement dans l'isolement. L'envie compulsive de s'excuser ne naît pas dans le vide. Elle se transmet, comme un souffle ancien, comme un murmure familial qui traverse les générations. Elle s'infiltre dans les gestes du quotidien, dans les silences, dans les regards lourds de sous-entendus. Elle est partout où l'on apprend à survivre en demandant pardon d'être soi. Et ce qui, à première vue, semble être une fragilité personnelle, est souvent l'héritage d'un système, d'une culture, d'un fantôme collectif. Tu ne t'excuses pas seulement pour toi, tu t'excuses aussi pour celles et ceux qui t'ont précédé. Tu portes des habitudes qui ne t'appartiennent pas, tu portes des poids que personne n'a nommés. Il suffit d'entrer dans certaines familles pour sentir cette atmosphère. Ce climat où chacun marche sur la pointe des pieds, où les voix se baissent instinctivement, où l'on apprend très tôt à ne pas déranger. L'enfant observe, l'enfant absorbe. Il devient le miroir de l'émotion collective. Et sans le savoir, il hérite de cette règle non écrite. Mieux vaut s'excuser pour tout que de risquer de troubler la paix fragile du foyer. Et ce conditionnement ne vient pas toujours de la malveillance. Il vient souvent de la peur, des générations marquées par la guerre, la précarité, la honte sociale, la répression émotionnelle, des mères qui se sont excusées d'exister dans des mondes qui ne voulaient pas d'elles entières, des pères qui ont appris que ressentir était une faiblesse, des grands-parents qui ont survécu en se taisant, en se pliant, en disparaissant dans la routine. Et tout cela s'imprime, pas seulement dans les mots, mais dans le ton, dans les gestes, dans la manière de s'asseoir, de servir à table, de demander l'autorisation de parler, même adulte. C'est un virus émotionnel à transmission lente. Il passe par les traditions, les compliments empoisonnés, les injonctions douces. Sois sage, ne fais pas trop de bruit. Pense aux autres avant toi, sois gentille. Reste à ta place. Ne te plains pas. Et derrière ces phrases, une leçon plus sombre. Ton confort est secondaire. Ton besoin doit attendre. Et si tu veux garder l'amour des tiens, alors excuse-toi avant qu'on ne te le demande. Mais ce mécanisme ne s'arrête pas au cercle familial. Il se déploie dans la société. Il prend la forme des rôles genrés, des attentes silencieuses, des stéréotypes cultivés depuis l'enfance. Dans de nombreuses cultures, les femmes, en particulier, ont été socialisées pour s'excuser plus souvent. Non pas parce qu'elles sont plus fautives, mais parce qu'elles ont appris que leur voix pouvait être perçue comme une menace, leur ambition comme une arrogance, leur présence comme un dérangement. Alors elles se réduisent, elles arrondissent les angles, elles disent « pardon » pour adoucir leur force, et dans les groupes minorisés, cette mécanique s'intensifie. L'excuse devient une stratégie de survie sociale. On s'excuse d'être différent, de ne pas correspondre, de troubler l'ordre établi. On apprend à s'excuser de parler fort, de penser autrement, de rêver plus grand que ce qui est permis. Et cette accumulation d'excuses finit par devenir une identité secondaire, une sorte de masque qu'on ne sait plus retirer, même dans l'intimité. Mais cette loyauté silencieuse à l'histoire des autres finit par coûter cher, car en t'excusant sans cesse, tu perpétues le message que tu n'as pas de place pleine, que ton espace doit être négocié, que ton souffle doit être mérité. Et ce message, transmis de corps en corps, de voix en voix, de foyer en foyer, devient une énergie collective, une fatigue qui pèse sur toute une lignée.
Il est donc urgent de briser cette chaîne, non pas en la niant, mais en la regardant en face, en reconnaissant que ce que tu ressens ne vient pas uniquement de toi, que ce besoin constant de te justifier a peut-être commencé avant même ta naissance, que tu portes dans tes cellules le souvenir de ceux qui n'ont pas pu parler, qui n'ont pas pu dire non, qui ont survécu en s'excusant pour des crimes qu'ils n'ont jamais commis. Et ce regard, aussi douloureux soit-il, est le premier pas vers la libération. Car on ne guérit pas ce qu'on refuse de voir, il faut remonter le fil, interroger les habitudes, les phrases répétées sans y penser, les silences devenus confortables. Il faut oser poser des questions. Pourquoi ma mère s'excusait-elle en permanence ? Pourquoi mon père n'élevait jamais la voix même dans l'injustice ? Pourquoi ce malaise dès que j'affirme un besoin ? Pourquoi ai-je appris que ma paix dépendait du confort des autres ? Ce sont ces questions qui desserrent l'étau, qui ouvrent une brèche dans la répétition. Et dans cette brèche peut entrer une nouvelle façon d'être, une façon plus vaste, moins coupable, moins conditionnée, une manière d'exister qui n'a plus besoin de permission. Mais pour cela, il faut désapprendre, il faut risquer de déplaire, il faut accepter le regard surpris, parfois choqué, de ceux qui te connaissaient dans ta version docile. Il faut résister à la tentation de retomber dans l'ancienne posture, parce qu'elle est confortable, parce qu'elle est connue, parce qu'elle a longtemps garanti l'amour, mais ce n'était pas de l'amour, c'était de la dépendance affective déguisée. Et l'amour véritable ne demande pas d'excuses pour que tu sois pleinement vivant. Alors tu commences à respirer autrement, à parler autrement, à marcher dans une pièce sans t'excuser. Et lentement, presque imperceptiblement, tu changes le rythme du cœur collectif. Tu poses une graine, et ceux qui te voient le faire comprennent que c'est possible, qu'on peut être respecté sans s'agenouiller, qu'on peut exister sans s'effacer. Et là, quelque chose de plus ancien que toi commence enfin à se reposer. Il arrive un moment où même le corps ne veut plus coopérer. Tu sens que chaque désolé que tu prononces ne sort plus naturellement, mais comme une corde raide qu'on tire à chaque mot. Tu ressens un épuisement étrange, une fatigue qui ne vient pas du travail, ni du manque de sommeil, mais d'un effort intérieur constant pour être acceptable, supportable, invisible. Et c'est là que quelque chose se fissure. Une intuition, d'abord faible, presque honteuse. Et si je pouvais vivre autrement ? Et si ce n'était pas moi le problème, mais le costume qu'on m'a appris à porter ? Le labyrinthe n'a jamais été extérieur. Il était en moi, bâti de peur, de mémoire, de réflexes hérités. Mais si je l'ai construit, même inconsciemment, alors peut-être puis-je en sortir. Mais il ne suffit pas de le vouloir. Sortir du labyrinthe demande un protocole, une stratégie consciente, une vigilance douce mais constante. Car chaque détour émotionnel peut te ramener à l'ancien schéma, à la vieille version de toi-même, celle qui s'excuse avant même de respirer, qui se coupe la parole, qui s'efface dès qu'un conflit se profile. Et ce protocole ne ressemble pas à un cri de guerre, c'est un entraînement, un retour à soi, une reconquête intérieure. Le premier geste, c'est de ralentir. Oui, ralentir. Ralentir la parole, ralentir les gestes, ralentir les réponses automatiques. Laisser un silence entre le stimulus et la réaction. Car c'est dans ce minuscule espace que naît la liberté. Un espace de quelques secondes peut suffire à désamorcer une excuse qui n'a pas lieu d'être. Tu sens monter le « pardon ?» Respire. Observe. Interroge. Ai-je vraiment fait quelque chose de mal ? Suis-je en train de me justifier ou de me trahir ? Puis vient l'étape suivante. Poser des limites. Pas celles qui crient, qui claquent, qui blessent. Non, des limites calmes. Des non posés avec ancrage. Des « je préfère » dits sans trembler. Des silences qui ne demandent pas à être excusés. Cela semble simple, mais pour celui ou celle qui a été programmé à plaire, c'est une épreuve. C'est comme marcher nu devant un public invisible. On se sent jugé, indigne, coupable, jusqu'au moment où l'on comprend que ce regard n'était qu'un reflet de notre propre peur. Et dans cette démarche, le corps est un allié. Le corps sait. Il tremble, il se crispe, il se contracte à chaque excuse lancée sans raison. Alors on peut l'écouter, le ressentir, réapprendre à s'y habiter. Il ne s'agit pas seulement de parler autrement, mais de se tenir autrement, de se redresser sans arrogance, d'occuper l'espace sans agressivité, de regarder dans les yeux sans s'excuser. La rééducation est lente, car elle touche des fondations anciennes, mais elle est possible. Et chaque petit acte compte. Refuser de t'excuser quand on te coupe la parole. Dire « non merci » sans justification. Ne pas te punir intérieurement pour avoir osé exister un peu trop fort. Ce sont ces micro-changements qui, répétés, sculptent une nouvelle version de toi.
une version plus alignée, plus lucide, plus solide, et tu découvriras alors un phénomène étrange. Certaines personnes vont s'éloigner, pas violemment, mais subtilement. Ceux qui s'étaient habitués à ton effacement vont sentir que quelque chose change, que tu ne te plies plus, que tu ne demandes plus la permission, et cette transformation les confrontera à leur propre schéma. Certains comprendront, d'autres résisteront. Mais ce n'est plus ton rôle de t'ajuster pour préserver le confort émotionnel des autres. Il faut accepter de perdre pour se retrouver. Perdre des habitudes, des certitudes, parfois même des relations. Mais ce que tu gagnes en retour est inestimable. Ta présence réelle, non celle que tu as construite pour être aimée. Mais celle qui existe sans masque, celle qui parle sans se cacher, celle qui respire sans permission. Et dans ce processus, tu découvriras aussi un calme nouveau, un calme qui ne vient pas de l'approbation extérieure, mais de l'alignement intérieur. Tu ne seras plus dans le théâtre des excuses, tu seras dans la présence, dans le moment brut, et cette énergie est contagieuse. Ceux qui t'observent, qui t'écoutent, qui te voient te refuser poliment, qui te voient te dire « je comprends, mais je ne suis pas d'accord », apprendront aussi que c'est possible, que la douceur peut rimer avec fermeté, que l'amour n'est pas incompatible avec la clarté. Et petit à petit, tu redeviens le centre de ta propre vie. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu existes, tu occupes l'espace, et dans ce silence que tu ne combles plus avec des excuses, quelque chose d'immense s'installe. Une dignité retrouvée, une souveraineté tranquille, comme si, enfin, tu rentrais chez toi. Mais ce retour n'est pas la fin de l'histoire, c'est l'entrée dans un autre niveau de conscience, là où les excuses ne sont plus nécessaires, parce que tu as cessé de te trahir. Et un jour, sans prévenir, la question tombe. Pas comme une pensée passagère, mais comme une gifle douce, comme un miroir qu'on ne peut plus éviter. Et si s'excuser tout le temps, ce n'était pas seulement une peur, un conditionnement, une habitude apprise, et si c'était un oubli de soi, une manière subtile mais radicale de se renier, une façon d'abandonner, morceau par morceau, sa propre présence au monde, parce que, à force de dire « pardon », on finit par gommer des parties entières de soi. On rature ses désirs, on atténue ses colères, on maquille ses besoins. Et chaque excuse devient une censure. Une sorte de filtre émotionnel qu'on applique sur tout ce qu'on ressent de trop intense, de trop spontané, de trop vivant. On croit éviter le rejet. Mais ce qu'on fuit, en vérité, c'est la possibilité d'être entier. Et ce mécanisme est si bien huilé qu'on en oublie qu'il est artificiel. On croit qu'il fait partie de notre personnalité. On dit « je suis comme ça ». Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas qui tu es. C'est ce que tu es devenu pour survivre, pour être accepté. Pour ne pas perdre l'amour, l'appartenance, la sécurité, ce n'est pas une essence, c'est un masque. Et ce masque, aussi familier soit-il, n'est pas toi. Alors, qui es-tu sans excuse ? Que reste-t-il quand on arrête de s'excuser de parler, de penser, de demander, de pleurer, de prendre de la place, d'exister avec intensité ? La réponse est vertigineuse. Elle fait peur. Parce qu'elle suppose une confrontation directe avec tout ce que tu as mis de côté, avec ta colère juste, avec ton besoin de dire non, avec ton besoin d'être vu, entendu, respecté, sans devoir te justifier à chaque battement de cœur. C'est là que commence la partie la plus délicate du chemin, car en retirant l'excuse, on ne découvre pas seulement sa force, on découvre aussi ses blessures, ses zones d'ombre, ses parts honteuses, celles qu'on a apprises à cacher pour ne pas être rejetées. Et il faut du courage pour les accueillir, pour dire « ceci est moi aussi ». Pour cesser de s'excuser d'avoir souffert, pour cesser de s'excuser d'être en chemin, encore fragile, encore instable. Et à ce moment précis, quelque chose bascule. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une victoire, c'est un glissement intérieur, un déplacement de centre. Tu n'es plus en orbite autour des attentes des autres. Tu ne tournes plus en rond dans le labyrinthe des excuses. Tu reviens au noyau, à ce point silencieux où rien ne demande à être justifié. Ce point-là, les mystiques l'appelaient le sanctuaire intérieur. Les psychologues parlent d'individuation, les philosophes de présence, les poètes de retour à l'être. Peu importe le nom, tu le reconnaîtras à une sensation très particulière, celle de ne plus avoir besoin de convaincre, ni toi-même, ni les autres. Tu es, et c'est tout. Et c'est précisément là que naît la vraie responsabilité, car ne plus s'excuser, ce n'est pas devenir dur, ni arrogant, ni indifférent. C'est devenir responsable de sa lumière, de sa vérité, de son impact. Cela demande plus de conscience, pas moins. Cela exige de choisir ses mots avec soin, non pas pour éviter le conflit, mais pour honorer la clarté. Cela transforme les relations. Cela attire d'autres types de liens, d'autres types de regards. Des regards qui ne cherchent pas à te plier, mais à t'accueillir,
Alors tu apprends à parler autrement, à marcher dans ta vie sans marcher sur toi. Tu n'attends plus qu'on te donne la permission de respirer, tu la prends. Tu n'as plus peur de dire « voilà ce que je ressens », même si cela trouble. Tu ne dis plus « désolé » pour combler le vide, tu laisses le silence faire son œuvre. Parce que le silence n'est plus un danger, c'est un espace sacré. Et dans ce nouvel espace, l'autre aussi change. Ceux qui t'entourent sentent la différence. Ils comprennent, parfois sans mots, que tu n'es plus accessible à la manipulation douce, à la culpabilité subtile, à l'éternelle justification. Tu es devenu opaque à ce qui te déformait. Tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de te cacher. Tu es là. Et alors, une chose étrange se produit. Ceux qui s'excusent en permanence viennent à toi. Ils sentent qu'en ta présence, quelque chose en eux peut se redresser. Ils n'ont peut-être pas les mots. Mais ils reconnaissent ce que tu as traversé. Ils voient bien le feu éteint dans leurs propres yeux et la braise encore chaude dans les tiens. Et peut-être, sans même t'en rendre compte, tu deviens un point de bascule pour quelqu'un d'autre. Un témoin vivant de ce que signifie ne plus s'excuser d'exister. Et ce témoignage, tu ne le portes pas comme un drapeau, mais comme une respiration. Une présence qui, en elle-même, est une réponse. Une présence qui dit, sans bruit, il n'y a plus rien à prouver. Tu es en sécurité, tu es complet. Tu peux enfin poser ton fardeau, et si, depuis le début, tu n'avais jamais eu à dire « pardon pour ce que tu es », mais simplement « je suis », ce silence-là est la seule vérité qui ne demande aucune excuse.